Pendant des décennies, l'idée semblait être une pure folie. Construire une autoroute suspendue à 340 mètres au-dessus d'une vallée profonde, dépassant la hauteur de la Tour Eiffel et affrontant les vents violents du sud de la France. Cette ligne blanche d'acier et de béton a recousu la carte de l'Europe et supprimé l'un des pires goulets d'étranglement routier du continent. Mais pour transformer ce dessin impossible en réalité, il a fallu réunir la précision mathématique d'ingénieurs français avec la vision esthétique d'un architecte britannique de renommée internationale. Le résultat est une structure de 290 000 tonnes, conçue pour paraître légère comme une feuille de papier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les détails de cette œuvre incroyable. Pour comprendre pourquoi quelqu'un dépenserait 400 millions d'euros pour un seul pont, il faut regarder la carte de la France. Le Massif central n'est pas seulement une belle chaîne de montagnes, c'est une barrière géologique qui, pendant des siècles, a fonctionné comme un mur séparant le nord industriel de l'Europe de la péninsule ibérique et de la Méditerranée. Les routes et voies ferrées existantes ont été contraintes de contourner cet obstacle ou de plonger dans des vallées profondes et sinueuses. Et le point le plus critique de cette traversée était la ville de Millau. Dans les années 80 et 90, ce qui devait être une simple route de vacances ou de commerce se transformait chaque été en goulet noir de l'Europe. L'autoroute A75 s'arrêtait littéralement au bord d'un plateau, déversant tout le trafic international dans les rues étroites d'une ville médiévale. Le résultat était un chaos total. Des embouteillages de 20 km où camions et touristes restaient gênants bloqués jusqu'à 5 heures sous le soleil, brûlant carburant et patience. Millau, connu pour sa tranquillité, devenait un parking toxique, à ciel ouvert. Le gouvernement français savait qu'élargir la route ne suffirait pas. La géographie de la vallée du Tarn représentait un abîme qu'il fallait franchir une fois pour toutes. Les premières de solutions mises sur la table étaient le classique et problématique. La première consistait à faire descendre la route jusqu'au niveau du fleuve, traverser un pont bas, puis remonter de l'autre côté. Cela aurait exigé des coupes brutales dans la falaise, des tunnels dangereux et aurait maintenu une autoroute raide et lente. La deuxième option était de détourner entièrement le tracé sur des dizaines de kilomètres, ce qui était économiquement irréaliste. C'est dans cette impasse que l'ingénieur Michel Virlogeux, du service des routes français, proposa l'impensable. Son idée allait à l'encontre de l'instinct même de la construction routière. Au lieu de descendre dans la vallée, l'autoroute devait passer au-dessus, reliant le plateau nord au plateau sud en ligne droite, en conservant une altitude constante. Le concept était si audacieux qu'il paraissait presque absurde. Construire des piles qui devraient être les plus hautes jamais réalisées, sur un sol calcaire rempli de cavités et sujet au glissement, semblait techniquement suicidaire. Le projet fut qualifié de pharaonique et mis au placard par crainte de l'échec. Ce n'est qu'après le succès du pont de Normandie, autre géant à haubans inauguré en 1995, que les ingénieurs retrouvèrent la confiance politique et technique nécessaire pour ressortir le plan du Tarn. La France décida que l'impossible serait tenté. Mais résoudre l'équation mathématique ne suffisait pas. La vallée du Tarn est un paysage protégé, d'une beauté brute et sauvage. Une structure massive en béton aurait été perçue comme un crime environnemental. Le gouvernement lança un concours international avec une exigence claire. Le pont devait être fonctionnel mais aussi discret ou sublime. C'est là que l'ingénierie rigoureuse de Virlogeux rencontra l'élégance minimaliste de l'architecte britannique Lord Norman Foster. Foster rejeta l'idée d'un pont suspendu traditionnel dont les câbles épais et les tours massives auraient obstrué la vue sur la vallée. À la place, le duo opta pour un design multi-haubané. Une série de mâts tronçons fins soutenant le tablier par des câbles légers, dessinant une silhouette évoquant des voiles de navire ou une harpe géante. La collaboration fut intense. Foster insista pour réduire le nombre de piles de 9 à 7, en augmentant les travées jusqu'à 342 mètres. Ce n'était pas seulement un choix esthétique destiné à épurer la vue, mais une décision qui força l'ingénierie à recalculer entièrement la répartition des charges. L'ambition de Lord Norman Foster n'était pas seulement de construire un pont, c'était de créer une illusion d'optique. Dans un projet d'une telle ampleur, l'ingénierie conventionnelle aurait imposé un pont suspendu massif, avec d'énormes ancrages dans les flancs de la vallée pour retenir les câbles principaux. Mais une structure de ce type aurait dominé le paysage, créant une barrière visuelle lourde et industrielle. Le choix d'un pont multi-haubané fut donc autant une décision d'efficacité qu'un acte de discrétion. Contrairement au pont suspendu, où le poids est transféré vers les extrémités, le système haubané répartit les charges directement vers les piles à travers des câbles tendus comme les cordes d'une harpe.
Cela permit de dessiner le tablier, la chaussée où circulent tant les voitures, avec une finesse radicale. Le profil de la route ne mesure que 4,20 mètres de hauteur. Vu de loin, face à l'immensité de la vallée, il disparaît, devenant une simple ligne tracée au crayon sur l'horizon. Pour soutenir cette ligne sans agresser le paysage, les piles en béton ne pouvaient pas être des monolithes massifs et oppressants. Foster et les ingénieurs d'Eiffage ont affiné leur forme à l'extrême. La base commence large et robuste afin d'ancrer la structure dans un sol instable, mais à mesure qu'elle s'élève, les piles s'amincissent de façon spectaculaire. Au sommet, environ 90 mètres sous la chaussée, le béton se divise en 2 bras distincts, formant un gigantesque diapason. Cette bifurcation n'était pas un caprice artistique, c'était la réponse nécessaire à un problème capable de faire tomber le pont avant même son inauguration. La beauté du viaduc de Millau cache un combat permanent contre la physique. Le site n'est pas seulement élevé, c'est un véritable couloir de vent violent. Les rafales dans la vallée du Tarn peuvent dépasser 200 km/h, une force suffisante pour renverser des camions ou provoquer l'effondrement de structures mal conçues par résonance. Si les piles étaient restées pleines jusqu'au sommet, elles auraient agi comme d'immenses voiles, bloquant le vent et subissant une pression latérale insoutenable. La solution des piles bifurquées permet à l'air de traverser la structure, réduisant la résistance aérodynamique et garantissant la stabilité. Mais le vent n'était pas le seul ennemi invisible. Il y avait aussi la chaleur. Une structure en acier longue de 2,4 km n'est pas statique. C'est un organisme vivant qui réagit à la température. En été, sous le soleil intense du sud de la France, le tablier métallique se dilate de manière significative. En hiver, il se contracte. La variation de longueur du pont peut atteindre presque 1 mètre entre les saisons. Si les piles étaient rigides, cette dilatation fissurerait le béton ou déformerait l'acier. La forme en diapason au sommet fonctionne donc comme une articulation souple. Les bras en béton possèdent une légère capacité de flexion, permettant à la chaussée de respirer en se déplaçant longitudinalement sans compromettre l'intégrité des fondations. C'est un système où la rigidité du béton épouse la flexibilité de l'acier, autorisant le pont à accompagner les éléments au lieu de leur résister brutalement. Avec la forme et la structure définies, restait une décision finale qui, étonnamment, priva Lord Foster de sommeil. La couleur. Cela peut sembler un détail trivial dans un ouvrage de 400 millions d'euros, mais en architecture monumentale, la couleur définit la relation entre l'objet et le monde. Il y avait une pression pour suivre la voie des grandes icônes mondiales, comme le International Orange du Golden Gate à San Francisco, qui affirme sa présence face à la mer et au ciel. Peindre le viaduc de Millau dans une teinte vibrante en aurait fait un symbole instantané, mais aurait trahi la philosophie initiale d'invisibilité. A l'inverse, le peindre en vert ou en brun pour imiter la forêt aurait rendu la structure lourde et terne contre le ciel lumineux. Foster comprit que la plupart des gens verraient beau le viaduc depuis le fond de la vallée ou le traverseraient en voiture. Le pont devait appartenir à l'air, pas à la terre. Le choix s'est porté sur une nuance précise de gris clair, presque blanc. L'idée était que, sous la lumière du soleil, ce gris se fondrait dans les nuages et la brume, dissolvant la masse des piles dans l'atmosphère. L'architecte décrivit ce choix comme binaire et terrifiant. S'il se trompait de ton, 7 tours gigantesques resteraient à jamais gravées comme des cicatrices dans le paysage. Il n'y aurait aucune seconde chance pour repeindre 240 000 tonnes de béton et d'acier. Le pari du gris fut validé le jour où le brouillard monta du Tarn pour la première fois après la construction. La base des piles disparut dans la brume, tandis que le sommet clair brillait sous le soleil, donnant au pont l'impression réelle de flotter. L'ingénierie s'était effacée. Il ne restait plus que la lumière. Si le design relevait de l'œuvre d'art, la construction, elle, ressemblait à une opération militaire. La hauteur vertigineuse de 340 mètres rendait impossible l'utilisation de grues conventionnelles pour hisser les éléments du tablier depuis le fond de la vallée. Monter des échafaudages géants était irréaliste et dangereux. La solution d'Eiffage fut, une fois encore, contre-intuitive. Si l'on ne pouvait pas amener l'acier vers le ciel, on construirait le pont sur la terre ferme avant de le faire glisser dans le vide. Le tablier en acier, pesant 36 000 tonnes, fut préfabriqué en sections dans la légendaire usine Eiffel, oui, la même entreprise que celle de la Tour de Paris, puis transporté vers les 2 extrémités de la vallée. Là, les éléments furent soudés pour former 2 moitiés gigantesques de l'autoroute, une sur chaque plateau. Le défi consistait alors à pousser ces titans métalliques au-dessus de l'abîme sans qu'ils ne se plient
ni ne chute avant d'atteindre la pile suivante. Pour franchir les travées immenses de 342 mètres, l'équipe érigea des tours provisoires en acier, d'imposantes structures rouges placées au centre de chaque travée pour servir de béquilles pendant le lançage. Mais comment déplacer 36 000 tonnes? Des roues n'auraient jamais supporté une telle charge. La réponse fut un système hydraulique sur mesure, surnommé les translateurs. Il s'agissait de coins d'acier recouverts de téflon qui soulevaient le tablier de quelques millimètres, le poussaient de 600 mm vers l'avant, puis le redéposaient en. Cycle après cycle, le pont marchait sur ses piles à une vitesse presque irréelle de 9 mètres par heure. C'était un balai au ralenti, où chaque centimètre conquis au-dessus du vide était surveillé par GPS via satellite. Le danger était permanent. Une erreur d'alignement ou une rafale soudaine pouvait transformer la structure la plus chère de France en un amas de métal tordu au fond de la vallée. En mai 2004, après des mois de progression millimétrée, le monde retint son souffle. Les deux moitiés du pont, avançant depuis le nord et le sud, allaient enfin se rejoindre au centre de la vallée, 270 mètres au-dessus du Tarn. La marge d'erreur était quasiment nulle. Si les calculs liés à la dilatation thermique, à la courbure de la Terre ou à l'alignement des piles avaient été faux de quelques centimètres, les sections ne se seraient en fait jamais ajustées. La manœuvre finale fut une démonstration de précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Guidés par laser et satellite, les ingénieurs ajustèrent la hauteur des extrémités en porte-à-faux, millimètre par millimètre. Lorsque les deux sections d'acier entrèrent enfin en contact, l'alignement fut parfait. L'équipe célébra l'instant en brisant une bouteille de champagne au point de jonction, marquant la fin de l'incertitude et la naissance d'une icône. Une fois la chaussée connectée, les 7 mâts en acier définitif et les haubans furent installés, permettant de retirer les tours provisoires de rouge. Ce qui demeura fut la vision pure de Foster, une ligne blanche suspendue dans les airs. Lorsque le viaduc de Millau fut inauguré, la crainte d'un déclin économique pour la ville se révéla infondée. Le pont a non seulement mis fin au trafic infernal, économisant 40 000 tonnes de CO2 par an en supprimant les embouteillages, mais il est devenu une destination à part entière. Des visiteurs du monde entier se rendent désormais dans le sud de la France non seulement pour le traverser, mais pour s'arrêter et l'admirer. Et vous, auriez-vous le courage de rouler à 340 mètres de hauteur par jour de vent? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.